Savez-vous que dans l'expérience de l'environnement, on utilise tous nos sens et que 75% des images de ces expériences sont réalisées avec l'observation? Alors, je vais vous demander de mettre vos têtes et vos sens en blanc, en neutre, et simplement regarder défiler les images. Notre conception de la ville et de la campagne est construite par l'ensemble d'images lors de nos expériences quotidiennes. Elles vont déterminer notre zone de confort, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on se sent plus confortable, dans lequel on se sent plus familial et qu'on va identifier, qui va nous aider à identifier notre identité. Voici ma représentation de ville. Mexico, l'image de l'urbain, de la dense population, d'une métropole, et aussi d'une ville pleine en culture, toujours ensoleillée et vivant 24/24. Depuis ce temps, j'ai décidé d'aller voir autrement. Je me suis installée au Québec, un endroit où j'ai sorti de tout confort et de mon milieu identitaire. Et oui, vous allez me dire que ma ville et les villes québécoises sont très différentes, mais c'est parfois dans les oppositions qu'on trouve des réponses. Et dans mon cas, c'était cette différence de milieu qui m'a fait réaliser l'importance de bien comprendre les milieux d'intervention avant d'agir à n'importe quelle échelle. Celle de l'habitat, celle de la rue, celle du quartier et celle de la ville, et aussi celle du territoire. Chaque geste spécifique doit être pensé globalement avant d'agir localement. Et ça, c'est vrai dans les petites villes que dans les grandes villes. Encore plus pertinent parfois dans les petites villes comme Sainte-Marie qui ont l'intention de continuer à croître parce que c'est encore le temps de prendre de bonnes décisions tirées des expériences de plusieurs lieux. Je vous invite aujourd'hui à oser voir autrement, à oser autrement nos villes. Je vous amène dans mon monde à travers mes découvertes et mes croyances pour bâtir plus humaine. Aujourd'hui, avec l'information qui est toujours à portée de main, on pense qu'on peut toujours sauter aux résultats sans trop y réfléchir. On veut des réponses et des résultats à l'instant, et même parfois pour hier. La réalité, c'est que nos modes de vie changent sans cesse et plus vite que jamais. Notre volonté d'avoir une qualité de vie est toujours là, mais la course à la consommation va augmenter davantage la quantité d'avoir que la qualité de vie. Je vous propose aujourd'hui de prendre du recul à l'instant et se demander pour qui sont construits nos villes, nos quartiers et nos bâtiments? Pour l'humain. L'action d'habiter commence par la compréhension des comportements et des besoins humains. Et pour ce dernier, l'expérience de l'environnement bâti et des espaces publics, c'est déterminante. Alors, il faudra mettre en premier plan l'humain, l'individu qui perçoit son environnement et qui interagit avec les autres. Puis se demander quels sont les besoins de ceux qui donnent vie à la ville, de l'enfant, de l'ado, de l'aîné, de l'adulte. On a tous des besoins primaires qui sont d'avoir un toit, être en sécurité, faire partie d'une communauté et mieux se réaliser. Et c'est pour ça que quand arrive le moment de magasiner notre maison, c'est un choix très difficile, mais qui va nous donner un grand sentiment de liberté. En réalité, une fausse liberté parce que l'éventail du choix des logements se limite à
les habitations qui offrent le marché. Entre la maison de nos rêves et celle qu'on est capable de se payer, on perd souvent de vue l'élément essentiel, nos besoins réels. Quelle habitation sera capable de nous offrir la qualité de vie que l'on souhaite? Existe-t-elle sur le marché? Et aussi, la recherche immobilière nous va faire penser à considérer la maison elle-même, mais il faut penser aussi dans quelle ville et dans quel quartier on veut se situer. Celle qui va être proche de l'école des enfants, du travail, de l'épicerie. Bref, on a tous des activités qui font partie de nos habitudes. Et idéalement, notre maison devra se trouver où ces activités sont. Puis quand on analyse les processus traditionnels de développement, on réalise que c'est une des sources des problèmes. On commence par construire nos bâtiments, des espaces résiduels, on fait nos espaces publics. Et à la fin, on veut que la vie s'adapte au milieu construit. Il faudrait inverser les processus. Commencer à mettre en premier plan l'humain et se demander quelles sont les activités et les ambiances qu'on veut avoir. Après, planifier les espaces publics et à la fin, construire nos bâtiments qui vont servir pour encadrer ces espaces publics dans une vision d'ensemble. Lorsqu'on cherche une habitation, c'est la même chose. C'est d'abord un quartier et la qualité de vie qu'il offre qu'il s'agit de choisir. Alors, je vais vous présenter 6 caractéristiques dont on ne peut pas passer à côté si on veut vraiment construire des milieux de vie de qualité. Il faut d'abord que ce soit un milieu à l'échelle humaine. Mais ça vous dit quoi à l'échelle humaine? Certainement pas un milieu où on se sent un minuscule insecte au milieu de nulle part qui va être écrasé par les voitures. Ce n'est pas non plus une rue où les maisons sont tellement éloignées d'une part et de l'autre qu'on se sent dans un no man's land. Mais plutôt des rues construites à la mesure des gens. Des rues encadrées par les bâtiments et par les arbres, un espace dans lequel on se sent bien quand on marche et aussi quand on conduit. Par exemple, les cours à vent trop grands et engazonnés vont disparaître à l'échelle humaine. Alors, la cour à vent devrait être suffisamment grande pour être appropriable, mais suffisamment petite pour avoir un aménagement de qualité. Elle crée un son de transition entre la rue et les bâtiments dont elle protège notre intimité. On pourrait envisager des rues étroites comme celles que nous avons tous dans nos centres-villes. Et le stationnement dans tout ça, vous allez me dire, il ne contribue pas à l'échelle humaine. En plus, personne ne veut avoir une vue sur le stationnement à partir de sa terrasse ou de son balcon. Alors, il est plus avantageux de les rendre invisibles, en le localisant en arrière ou même en souterrain. Ça, c'est une solution qui se fait de plus en plus au Québec. Mais il peut aussi être intégré discrètement, comme dans cet exemple à Stuttgart, où ils ont décidé de concentrer les stationnements et les accès aux maisons individuelles se font par des allées piétons. Tous les résidents ont une belle vue et un environnement très agréable. Un milieu de vie à échelle humaine est aussi un milieu compact. Et pour cela, je ne veux pas dire dense. Un milieu compact va réduire les distances entre les activités par sa forme urbaine, comme l'école, l'épicerie, l'espace de jeu, où on peut alors se rendre à pied. Un milieu de vie de qualité est aussi un milieu sécuritaire, quelque chose qu'on cherche toujours à avoir dans nos quartiers. Par erreur, on privilégie la faible densité par rapport aux quartiers plus denses parce que l'on considère que c'est moins sécuritaire. Or, la sécurité dépend davantage de la trame et des aménagements des rues, de la qualité des espaces publics, mais surtout de l'animation et la présence humaine. Par exemple, une rue étroite va obliger les véhicules à ralentir. Seuls les résidents vont l'utiliser et les enfants vont pouvoir jouer sans aucun risque. Un milieu de vie sécuritaire
accorde une place de qualité aux piétons et cyclistes. La présence de végétation contribue à marquer le caractère de la rue et à le rendre plus sécurisant. Les rues partagées, les ruelles et cheminements piétons offrent des raccourcis piétons sans pour autant favoriser le transit automobile. Elles peuvent alors devenir une extension de la cour. Un milieu de vie de qualité va offrir un confort à ses résidents par la qualité de la conception et de la construction de ces bâtiments et de ces espaces verts. C'est le travail de la ville d'imposer aux promoteurs et aux entrepreneurs un niveau d'efficacité énergétique et d'insonorisation dans nos bâtiments. Pour les habitats collectifs, la présence de grands balcons et des terrasses, tous les deux bien orientés, va compenser l'absence de la cour privée, surtout s'ils sont utilisables toute l'année. Au Québec, on aime beaucoup les piscines parce qu'on a un hiver de 6 mois. Mais plutôt que chacun aille sa piscine et des jeux d'enfants individuels, on pourrait viser faire des cours privés un petit peu moins grands pour privilégier des cours partagés aménagés au goût des propriétaires. Un partage des coûts et de l'entretien d'une piscine et des jeux communs qui vont favoriser la vie du quartier. Aussi, un milieu de vie de qualité est synonyme d'un milieu diversifié qui répond à la demande en logement pour tous les résidents, une offre pour tous les âges et pour tous les goûts. Et on a tendance à créer des quartiers exclusivement résidentiels unifamiliales parce qu'on ne veut pas discuter une possible diversité. On veut tous des maisons individuelles, n'est-ce pas, comme on le fait nos parents. La maison individuelle n'est pas une fin en soi. Oui, effectivement, les milieux de vie de qualité vont toujours avoir la maison individuelle ou un rangé, mais aussi ils vont avoir des jumelés qui ne sont pas vus comme une solution de transition, mais plutôt comme une maison adaptée au mode de vie des familles d'aujourd'hui. Sans délaisser les modèles de petite taille, on pourrait offrir des jumelés de plus grandes dimensions. Un milieu diversifié va aussi avoir des condos. On constate que notre population est vieillissante et qu'on a de plus en plus de jeunes familles, des ménages pour lesquels ces produits deviennent de plus en plus intéressants. Et il ne faut pas oublier les bâtiments collectifs qui vont offrir des espaces verts de qualité comme l'équivalent d'une 4e chambre. Ça, c'est une formule que j'aime beaucoup personnellement. C'est des condos aux étages pour personnes âgées et une garderie au rez-de-chaussée. Une combinaison où grands-parents et enfants vont profiter l'un de l'autre d'une façon extraordinaire. Contrairement à cet exemple, ici, un milieu de vie de qualité va privilégier autant de projets neufs en propriété, en location, en copropriété et en logement social. Des quartiers mixtes où 10 à 20% des logements sont destinés au logement social et un autre pourcentage à la copropriété. Tout ceci sans oublier l'importance d'une qualité architecturale et non une architecture en série. Il faudrait viser alors des quartiers où chaque maison, c'est une découverte des matériaux, des formes, des styles, et non des quartiers composés par des blocs monotones. Une architecture riche qui rend nos déplacements quotidiens un moment plaisant et agréable. Un milieu de vie de qualité est aussi un milieu dont les possibilités de socialiser sont infinies. Par exemple, une place publique, c'est un lieu privilégié de rassemblement. Des places publiques qui peuvent devenir des marchés publics qui vont aider à promouvoir la production locale. Mais pour provoquer des rencontres et des activités sociales, il faut réfléchir à la localisation, la qualité des espaces et à la variété des commerces.
Ajoutons des équipements publics de loisirs bien localisés qui vont apporter nécessairement une plus-value à notre quartier et plein d'opportunités de socialiser. Finalement, un milieu de vie de qualité est aussi en lien avec la nature. En essayant de s'en rapprocher, on finit par s'éloigner et créer l'étalement urbain. Depuis que j'habite en région, je constate que les nouveaux quartiers se ressemblent à tout autre quartier au Québec. Et cela, ce n'est pas un compliment. On est en campagne et on n'en tire pas autant d'avantages qu'on le devrait. On fait d'eau à notre plus grande qualité, alors qu'on devrait laisser rentrer la nature dans nos quartiers. Ici, un exemple allemand où on a su bien intégrer la nature au quartier et améliorer la qualité de ses résidents. Je vous laisse en vous disant que c'est le rôle de la ville, des promoteurs, des entrepreneurs, des professionnels et de tous nous, comme citoyens, faire de notre ville une ville de façon plus humaine. Rappelons-nous que nos villes sont notre histoire, les reflets d'une société. Nous, à la région, on est fiers de nos régions et de notre communauté. Alors, quelle ville on veut continuer à construire? Celle qui va reproduire les erreurs des autres ou une petite ville modèle que tout le monde cite un exemple? Merci.